Bonjour, Bonsoir. on Bon- attend Céline pour voilà, notre live. on est ravis. Je lui envoie un petit message. On est ravis de recevoir Céline ce soir, qui est une grande experte des troubles hormonaux féminins. Et donc, qui va nous parler à travers son expérience de naturopathe de comment détecter notamment l'endométriose, qui est un des troubles hormonaux les plus fréquents puisqu'il touche près d'une femme sur 10. Voilà. Voilà Céline qui arrive, donc c'est vite voilà, elle qui va nous parler de ce sujet, mais l'intérêt c'est effectivement de mieux comprendre ce qu'est l'endométriose et de mieux comprendre comment on peut y faire face avec des solutions naturelles. Donc on invite tout de suite Céline à nous rejoindre. Céline, tu nous entends? Hello Céline, Bonsoir. bonsoir. On est ravis, pour une fois on est toutes les deux regroupées, ce qui est rare puisqu'on n'est pas toujours au même endroit. On est ravis de te retrouver ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et écoute, on serait ravis que tu nous présentes. Donc, le thème de ce soir, c'est l'endométriose. J'ai déjà présenté à tout le monde. Et on serait ravis que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené notamment à t'intéresser de près au cycle féminin et aux troubles hormonaux chez la femme plus particulièrement. Oui, alors je suis ravie effectivement d'être là ce soir pour justement parler de l'endométriose puisque ça fait partie de ces, on va dire, pathologies féminines pour lesquelles beaucoup de femmes souffrent parce que le diagnostic prend en effet beaucoup de temps. 7 ans en moyenne, j'ai vu, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et en effet, donc moi aujourd'hui, je suis praticienne naturopathe, consultante en nutrition, conseillère en aromathérapie en fleurs de bac. Et en effet, je suis spécialisée sur le bien-être féminin et l'approche naturopathique de certaines problématiques hormonales, et Mhm. notamment tout ce qui va toucher au cycle menstruel, le syndrome post-pilule, l'endométriose, le SOPK. Je viens d'ailleurs de sortir un programme d'accompagnement Oui, on a sur vu. ce C'est sujet. très intéressant. Et puis, donc, la ménopause, périménopause. Et ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce sujet, on va dire, du féminin, c'est que moi-même, j'ai eu des problématiques à un moment donné et ça a été un peu compliqué. Et puis, surtout, dans mes accompagnements, j'attirais en fait ce genre de problématiques. C'est-à-dire que beaucoup de femmes qui venaient me consulter avaient ces problématiques et à un moment donné, j'avais plus que ça. Donc, Et alors, quoi en particulier? Parce que finalement, tu as parlé de beaucoup de périodes de tempête hormonale. Donc, il y a effectivement le syndrome des ovaires polykystiques que tu as évoqué, l'endométriose, la périménopause. Qu'est-ce qui revenait le plus fréquemment dans tous tes... en fait, c'est compliqué à dire. Par exemple, j'ai pas, en tout cas, je sais ce qui avait pas, enfin, ce qui revenait pas régulièrement. Par exemple, tout ce qui était grossesse, accompagnement, effectivement, de grossesse, etc. C'est pas forcément des demandes que j'ai pour le Ouais. coup. Après, c'est pas non plus forcément un sujet avec lequel je suis à l'aise. Donc, pour le coup, ça tombe plutôt bien. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment par vague. C'est-à-dire que, tu vois, il y a encore quelques mois, j'avais énormément de demandes pour l'accompagnement de l'endométriose. Mhm. En ce moment, je n'ai plus que du SOPK. Et puis, j'ai l'impression que c'est cyclique. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que D'ailleurs, c'est ça me parce... ramène à une grande question. Il y a beaucoup de filles qui se posent des questions. Est-ce qu'il y a un lien entre SOPK et endométriose? Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Parce que c'est deux Alors, pathologies difficiles à déterminer, qui n'agissent pas sur les mêmes choses d'un point de vue métabolique, mais les femmes peuvent cumuler en fait endométriose et SOPK. Tu as déjà vu des liens, toi, entre les deux? Alors, moi, je pense que c'est, on va remonter aux causes et pour le coup, moi, je pense qu'il y a une cause. Alors, bon, il y a plein d'hypothèses hein, pour l'une comme pour l'autre pathologie. Mais moi, je pense que quelque chose qui revient beaucoup, c'est effectivement les perturbateurs endocriniens et sans doute le fait que ces femmes ont été touchées, donc soit dans leur vie fétale par la maman ou en fait, c'est ces fenêtres de vulnérabilité hein, dont on parle beaucoup et de plus en plus. En fait, ce sont des périodes de la vie où il y a en fait des développements au niveau organique qui s'opèrent et qui sont majeurs dans la vie. Et s'il y a un petit grain de sable qui vient se mettre à ce moment-là, eh bien effectivement, ça va créer des problématiques plus tard. Et je pense que, il y a forcément un lien, puisqu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une prévalence de ces deux pathologies chez les femmes en âge de procréer, et qu'on voit quand même
explosé. Aujourd'hui, c'est quand même une femme sur 10, aussi bien pour le SOPK que l'endométriose. Donc, si on cumule les deux, on est quand même à 2 femmes sur 10. C'est Ouais, énorme. c'est C'est énorme. énorme. Mais tu vois, une des Alors, questions qui se pose toujours là-dessus, c'est que comme c'était pas forcément une pathologie à la base, en tant que ça pouvait passer de manière assez asymptomatique, est-ce que tu penses que c'est mieux détecté ou il y a quand même un boom in fine de ce type de pathologie? Est-ce que c'est lié à la parole qui se libère, au fait que c'est mieux détecté? Qu'est-ce que tu en penses? je pense que c'est un tout. En effet, par exemple, quand on regarde l'endométriose, quand on creuse au niveau des causes, on va souvent retrouver une hérédité. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la famille la grand-mère, la mère, une tante qui aura également eu toujours des problématiques de cycle. Donc, est-ce que c'est de l'endométriose ou pas? C'est aussi une question de génération. À l'époque, c'était quand même des sujets qui étaient relativement tabous, dont on ne parlait pas autant que maintenant. Donc, je pense que effectivement, il y a sans doute ça, c'est-à-dire que la parole se libère et qu'à l'époque, c'était normal de souffrir pour une femme, voilà, pour son cycle, pour ses règles, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que non, c'est pas normal et que, en effet, il faut se poser des questions dès lors que les règles font souffrir, nous empêchent d'aller à l'école, d'aller travailler, de mener une vie normale, ou par exemple aussi de traverser entre guillemets ses protections, ses vêtements. C'est pas non plus normal d'avoir des règles aussi abondantes. Donc, je pense qu'il y avait ce sujet qui était sans doute un peu tabou, dont on ne parlait pas. Donc, du coup, bah, forcément, il n'y avait pas de remontée. Aujourd'hui, c'est pareil, les techniques diagnostiques, même si elles sont loin d'être parfaites, puisque tu le disais tout à l'heure, et en effet, le diagnostic prend entre 5 à 7 ans pour le SOPK et l'endométriose, hein, c'est à peu près pareil. Tout simplement parce que comme c'est on va dire, notamment des syndromes, c'est-à-dire c'est un ensemble de différents symptômes, et bien si les professionnels de santé ne sont pas suffisamment bien formés, et bien ce qui va se passer, c'est que enfin, on va être baladé d'un médicament à un autre, et puis ça aussi, il y a beaucoup aujourd'hui d'associations comment dire, de patientes qui souffrent de ces pathologies, qui commencent un petit peu aussi à, comment dire, à former des professionnels de santé. Endo-France le fait. Il est Enfin très voilà, bien ce site. ouais. Espoir SOPK aussi est en train de faire. Enfin, ils ont des liens avec l'INSERM aujourd'hui, Mais ce qui etc. est Donc, difficile, c'est comme tu dis, comment toi, quand les patientes arrivent dans ton cabinet, elles sont déjà évaluées comme ayant l'endométriose, parce que finalement, c'est une échographie ou c'est une vraie investigation médicale qui permet de le voir. La douleur n'est pas du tout le seul déterminant, en fait. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, est-ce que toi, tu arrives maintenant à repérer à travers des symptômes ou des choses ce qu'est l'endométriose exactement, par exemple? alors, moi, j'ai plusieurs cas de figure. Alors déjà, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'à titre de praticien naturopathe, nous, on ne pose pas de Oui, diagnostic. Hein, pardon. donc ça, c'est... Non, 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 il n'y a pas de Excuse-moi, je me souci. Mais... trompais. C'est vrai. Non, 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 L'évaluation. non, 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 mais non, personne n'est c'est... médecin, nous non plus, on n'est pas médecin là-dessus. C'est très important de le redire. Ouais, Mais donc, Et vos enfants, est-ce qu'elles viennent une fois qu'elles ont été diagnostiquées ou sans comprendre les symptômes, elles cherchent des réponses? il y a les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai à la fois des femmes qui ont eu un diagnostic et qui souhaitent mettre en place une approche holistique parce qu'elles ont compris qu'une bonne hygiène de vie pouvait les aider à soulager certains symptômes, en tout cas à mieux vivre la pathologie. On va avoir aussi beaucoup pour la fertilité aussi, donc l'accompagnement, en tout cas, essayer de restaurer des cycles, en tout cas une ovulation, etc. Donc ça, aussi bien pour le SOPK que l'endométriose. Et puis des fois, j'ai aussi des jeunes filles qui viennent me consulter, donc poussées par la maman. Souvent, c'était, par exemple, j'ai eu un appel tout à l'heure, c'était aussi un peu ça. Et donc beaucoup de jeunes filles qui sont tordues de douleur, qui peuvent pas aller en cours, par exemple, qui ont des règles hyper hémorragiques, etc. Et puis elles s'entendent dire par le médecin de famille ou le gynécologue qu'elles sont un peu douillettes, que ça passera, que c'est normal, etc. Et donc là, moi, dans ma tête, je me dis, bon, alors on coche cette case-là, cette case-là. Donc, je ne fais pas de diagnostic, mais je dis aux personnes, voilà, allez voir un autre gynécologue, essayez d'avoir un deuxième avis. Parce que, bon, voilà, il y a juste qu'à, je veux dire, regarder sur Internet ou lire un livre pour se rendre compte que cette personne a coché des T'interromps deux cases. secondes, Céline, il y a un commentaire, c'était ma maman qui disait. C'est Charlotte, voilà. Je veux dire, voilà, c'est ça. Ben, voilà, donc ça, c'est effectivement
un exemple. Et effectivement, comme je disais, ce n'est pas normal de souffrir pour son cycle. De même que la façon dont se déroulent les règles, c'est un moyen de nous dire un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu comme un check-up mensuel, hein, il faut le voir comme ça. Si un cycle normal se passe normalement sans douleur, et voilà, on peut avoir des petites sautes d'humeur, un léger SPM, mais voilà, sur une échelle effectivement de 1 à 10, voilà, on va être à 2, 3. Mais voilà, quand on commence à avoir des douleurs très, très exacerbées, ce n'est pas normal. Et ça, c'est hyper important de le dire. Il y a des gens qui rebondissent là-dessus parce que c'est vrai que je pense qu'on l'a toutes fait quand les cycles se mettent en place. Tu parlais de l'adolescence, c'est souvent un moment où on peut avoir ce genre de problème. Et il y a vraiment un imaginaire collectif très fort sur le fait que c'est normal. Et je pense que c'est très important de redire qu'il faut toujours investiguer parce que notamment dans le cadre de l'endométriose, plus le diagnostic arrive tard, plus il peut y avoir des lésions assez sévères. Enfin, tu vas nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, mais c'est hyper important pour notre santé, notre fertilité, de faire attention à ces signaux. Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais donc justement, toi, tu as des gens donc qui arrivent donc pour des problèmes souvent de fertilité, donc qui arrivent un petit peu tard, qui viennent te voir quand ils souffrent d'endométriose ou des personnes plus jeunes qui l'ont repéré plus tôt. En fait, j'ai un peu tous les cas pour le coup. Enfin, c'est-à-dire, si tu veux, j'ai pas de T'as stade pas en de profil soi. type. Non, non. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de profil type. Ça peut être aussi bien, encore une fois, des jeunes filles qui ont vraiment des vraies problématiques de troubles du cycle. Et là, la maman ou la jeune fille d'elle-même se dit, bah tiens, je vais quand même consulter une naturopathe parce qu'à force de prendre de l'Antalis et de voir que ça marche plus, ou voilà, elle va pas entre guillemets, se gaver de cachet toute sa vie. Je vais avoir aussi donc la femme effectivement diagnostiquée qui veut mettre en place voilà, un aspect antidouleur, mieux-être, voilà, puisque il faut savoir que l'endométriose, c'est aussi une pathologie qui est liée à l'inflammation. Et donc, qui dit inflammation dit qu'on a quand même certains leviers naturels pour agir dessus. Et d'ailleurs, chez certaines consultantes, au bout de quelques mois, on arrive quand même à réduire significativement les douleurs, les troubles. Et pour certaines, au bout de plusieurs mois, voire une année, voilà, il y a eu des endométrioses mises en sommeil par cette approche naturopathique et par aussi l'accompagnement médical à côté, hein, parce que pareil, la naturopathie ne remplace pas comment dire, une consultation médicale ou un accompagnement par ailleurs. De même que certaines femmes seront obligées de prendre des traitements hormonaux parce qu'elles sont à un stade tel qu'il faut passer par ces traitements. Et voilà, je sais qu'il y a aussi un gros rejet en ce moment hein, de tout ce qui peut être médicaments, traitements hormonaux, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir accepter que dans certains cas, ce traitement, il est essentiel pour, on va dire, éviter une prolifération trop importante de la pathologie. Et quand une femme arrive dans ton cabinet ou en visio et te dit, voilà, je souffre d'endométriose, quelle routine, quel conseil, quelle recommandation, c'est quoi la première étape? Comment ça se passe? La première étape, j'ai envie de dire, c'est un peu l'acceptation. Parce que pour le coup, l'endométriose comme le SOPK, hein, on n'en guérit pas. Donc, faut le savoir, on est obligé de vivre un peu en colocation avec ces pathologies. On peut les mettre en sommeil, en tout cas, faire en sorte que, comment dire, les symptômes soient moins présents dans le quotidien, grâce effectivement à une bonne hygiène de vie. Mais en tout cas, déjà, c'est effectivement d'essayer d'accepter ça et de se dire que on va devoir vivre avec et essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Alors après, on parle de ce fameux lâcher prise. C'est vrai que je sais plus qui en parlait, je sais plus qui. Enfin, j'avais vu ça sur une chaîne qui disait, bah oui, s'il y avait qu'à dire lâcher prise pour que je lâche prise, j'aimerais bien, mais ça marche pas comme ça. Et en effet, ça marche pas comme ça. Voilà, donc ça, moi, c'est quelque chose que j'évite de dire pour le coup parce que je sais que c'est assez énervant, mais c'est plutôt d'essayer de, voilà, de dire un petit peu, bah voilà, comment vous avez accepté ça, qu'est-ce que vous en pensez, et puis d'essayer d'amener la personne à dire, voilà, c'est un peu une coloc avec laquelle vous allez devoir cohabiter pendant un moment. Donc, autant faire en sorte que la cohabitation se passe bien. L'idée étant de bien expliquer à la personne bah, qu'est-ce que la maladie, quelles vont être un petit peu ces manifestations et quelles peuvent être les complications aussi. Ça, c'est important aussi de bien comprendre les complications pour là aussi bien comprendre les traitements que les médecins peuvent donner, parce que dans certains cas, je le rappelle, c'est essentiel. Il y a d'autres cas où on pourra, entre guillemets, trouver des moyens naturels pour prendre le relais, mais il y a des cas où on ne pourra pas en fonction du stade et du degré de, on va dire, d'atteinte.
Et après, la base pour tout, et moi, c'est l'alimentation. En fait, quand Une on... petite question, excuse-moi, Oui, je rebondis avant qu'elle parte. C'est comment distinguer une adénomyose et un utérus fibromateux? L'accompagnement naturopathique sera-t-il le même? alors... Peut-être trop rentrer dans les détails. Alors, bah, justement, moi, je ne pose pas de diagnostic, donc je ne peux pas. Ça, c'est En fait, délicat. Ouais. voilà, moi, je vais partir sur ce qu'aura dit le médecin ou le gynécologue, mais moi, à mon niveau, je n'ai pas fait 10 années de médecine, donc je ne peux pas, à mon humble avis, faire la différence entre les Et deux. toi, Donc, l'accompagnement naturopathique reste le même, quel que soit le oui, type d'endométriose. D'accord. tout Oui, à je fait. tout ça la question. Ouais. Oui. Donc l'alimentation, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, alors bah, l'alimentation, pour moi, c'est la base de tout, puisque bah, on est ce qu'on mange, on est surtout ce qu'on digère. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. Mais effectivement, l'alimentation, quand on cherche à retrouver le bien-être, en tout cas à prendre en main sa santé, c'est la base, c'est le bon carburant du corps. Et c'est surtout à partir des nutriments qui vont être issus de la digestion de ces aliments que vont être nourris nos cellules et donc à partir desquelles vont se fabriquer eh bien, nos hormones, les neurotransmetteurs, etc. Donc c'est très important. Donc, bien manger, notamment de mettre en place une alimentation anti-inflammatoire, donc le plus possible. Donc, ça consiste principalement à manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, peu de produits transformés. Hein, donc, je rappelle que pour reconnaître un produit transformé, c'est simple, il contient une liste d'ingrédients et la plupart du temps, il est emballé. Voilà. Donc, emballage plus liste d'ingrédients, on est face à un produit qui est transformé, donc il faut les éviter. Essayer de manger des produits bruts naturels, essayer de manger du bon gras, puisque le bon gras, et notamment les oméga 3, on va avoir la particularité, comment dire, des précurseurs pour certaines molécules anti-inflammatoires. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important aussi. Et puis après, on va avoir toute cette composante de stress, stress alors réel, mais aussi stress supposé, avec ce stress oxydatif qui va lui aussi alimenter cette inflammation. Juste pour revenir, il y a un commentaire qui est passé là, on l'a plus, mais d'une femme qui disait j'ai arrêté le gluten et le lactose et j'ai perdu 70% des douleurs, ça va Oui. beaucoup mieux. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, alors c'est comme dans le SOPK, en fait, comment dire, il n'y a pas une typologie type d'endométriose et c'est exactement pareil pour le SOPK. Il y a autant de types d'endométriose que de femmes et le SOPK, c'est exactement pareil. Par contre, quelque chose qui revient dans les deux cas, et souvent, c'est effectivement cette composante inflammatoire. En fait, on s'est rendu compte que chez les femmes atteintes d'endométriose et de SOPK, on va souvent retrouver des personnes qui vont être allergiques, qui vont avoir des troubles digestifs, des maladies auto-immunes. Et en fait, il faut savoir que l'inflammation, c'est une réaction physiologique d'adaptation face à une agression et que on va comment dire face à une inflammation on va produire des molécules qui vont être appelées médiateurs d'inflammation. Donc c'est les fameuses cytokines dont on a beaucoup parlé pendant l'épidémie Covid, qui est toujours là d'ailleurs, et ces fameuses prostaglandines. Et là c'est les prostaglandines dont je voudrais parler, c'est qu'en fait il y a des prostaglandines qui vont être on va dire plutôt protectrices et d'autres qui vont être délétères et nuisibles à la santé. Et là, dans le cas de l'endométriose et du SOPK, c'est celles-ci qu'on essaye de faire taire un petit peu parce qu'elles vont être responsables d'inflammation, de contraction des muscles, donc contraction pelvienne, de l'utérus également, et elles jouent un rôle dans la modulation de la douleur. Et donc, effectivement, en réduisant cette inflammation, donc en menant un régime anti-inflammatoire, donc gluten, produits laitiers, produits transformés, et en ajoutant beaucoup de bons gras de type oméga 3 anti-inflammatoire, on va effectivement pouvoir moduler la douleur à la baisse et avec des fois des résultats assez surprenants, comme le disait cette personne en effet. Ouais. Et en combien de temps? En général, en quelques semaines, quelques mois? Parce que ça dépend. Alors, oui, ça dépend du point d'où on part. C'est-à-dire que si la personne a plutôt une bonne hygiène de vie, bon, ben, on va du coup mettre un petit coup d'accélérateur et en quelques semaines, on va déjà avoir des effets. Mais en général, moi, je dirais que c'est au bout de 4 mois qu'on voit une amélioration significative. Et cette durée-là, quelque part, elle n'est pas anodine puisque c'est aussi, comment dire, un cycle folliculaire. C'est-à-dire qu'entre voilà, la maturation d'un follicule, l'arrivée d'un ovocyte, il y a à peu près 85 jours. Et encore une fois, la façon dont se déroule votre cycle, par exemple ce mois-ci, c'est le reflet de tout ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois dans votre hygiène de vie. Donc forcément, il faut un peu de temps pour mettre en place des choses. Donc c'est pour ça que
quand on cherche à changer son hygiène de vie, à améliorer ses symptômes avec des moyens naturels, il faut un peu de patience. Et ça marche pas aussi vite, effectivement, qu'un anti-inflammatoire ou une pilule magique. Il faut au moins 4 mois pour ressentir les premiers effets. Et Oui, juste, vas-y. pardon, juste une question. Tout à l'heure, tu allais évoquer l'idée du stress, la question de l'incidence du stress sur les symptômes. Et on t'a un peu coupé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le stress, qu'il soit en fait réel ou supposé, donc un stress réel, hein, c'est quelqu'un me fonce dessus, un stress supposé, c'est je cogite sur quelque chose. En fait, le corps ne sait pas faire la différence entre les deux. Et donc, il va y avoir une réponse de stress qui va se mettre en place avec les glandes surrénales, qui sont des glandes situées au-dessus des reins, qui vont sécréter en fait des hormones, tout un tas de choses, des neurotransmetteurs aussi, et notamment donc l'adrénaline et le cortisol. Et en fait, le cortisol, donc, quand on est en état de stress, il faut savoir que le corps va prioriser certaines fonctions par rapport à d'autres. Puisqu'en effet, si vous vous retrouvez, on va dire, face à un animal sauvage qui veut vous dévorer, clairement, la priorité, c'est pas la reproduction, c'est pas le digestif. Et donc, il va y avoir un phénomène d'inflammation aussi qui va se créer. Et donc, c'est ça qui va venir aussi, donc, comment dire, entre les prostaglandines favorables et celles qui sont nuisibles, qui va venir court-circuiter les autres et qui va, du coup, enflammer le corps, en fait, hein, clairement. C'est aussi toute l'idée du stress chronique, c'est-à-dire qu'un stress ponctuel, à la rigueur, ça passe, mais voilà, c'est le stress chronique. Et Dieu sait que quand, effectivement, on est atteinte d'endométriose ou de SOPK, on est hyper stressé parce qu'on sait quel est le retentissement sur son quotidien, sur son travail, sur sa vie de couple. Ça engendre énormément de fatigue aussi. Et puis, il y a cette épée de Damoclès sur la fertilité aussi pour les jeunes femmes qui souhaiteraient devenir maman. Donc, forcément, non, ça crée énormément de problématiques, le stress. Et ça vient surtout aussi perturber l'équilibre hormonal. Et on sait que eh bien, dans l'endométriose, l'endométriose est une pathologie liée à une hyperœstrogénie, c'est-à-dire qu'il y a trop d'œstrogène en présence en rapport à la progestérone. Et c'est ça aussi qui crée le saignement de tous ces tissus qui ont migré en dehors de l'utérus et qui vont créer aussi ces adhérences, toutes les douleurs qu'on va pouvoir avoir. C'est très important que tu parles de ça parce qu'effectivement, la dominance oestrogénique ou l'hyperœstrogénie, c'est un sujet qui est très peu connu, en fait, peu abordé. On a abordé très rapidement en parlant de l'inflammation, des perturbateurs endocriniens, mais il semblerait quand même, enfin nous on a eu beaucoup d'experts au téléphone, d'endocrinos, gynéco et autres, et en fait ceux qui reconnaissent ça disent que ça prend des proportions assez énormes. Et qu'effectivement, la combinaison de ce que tu disais, c'est-à-dire alimentation inflammatoire avec le développement de l'alimentation transformée, donc qui engendre des pathologies, que ce soit par pro-inflammation ou par baisse de la qualité des nutriments absorbés, qui va jouer aussi un phénomène inflammatoire, les perturbateurs endocriniens, tout ce dont tu parlais qui nous entoure et malheureusement qu'on respire, dont on a du mal à se protéger, même s'il y a quelques grandes règles, et le stress chronique. Tous les trois, en fait, se conjuguent pour entraîner une hyperœstrogénie. Puisque même, le cortisol. Et résultat, en fait, il y a beaucoup de... Les oestrogènes, c'est formidable quand ça tourne bien et qu'il y a un bon équilibre avec la progestérone. Quand ça commence à se dérégler, ce sont des accélérateurs. Et donc, est-ce que tu as des choses que tu recommandes, justement, quand c'est lié à l'hyperœstrogénie, pour essayer de mieux en fait dégrader, évacuer, détoxifier, je ne sais pas quels sont tes mots, les oestrogènes en fait, pour aider l'organisme à mieux fonctionner. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Donc déjà, il faut éviter effectivement toutes les sources un peu de phytoestrogènes au niveau alimentaire. Alors, il y a un gros débat sur le soja. Ouais. Alors, moi, de tout ce que j'ai lu et de toutes les études que j'ai pu lire, aujourd'hui, vous trouverez autant d'études en faveur du soja que en défaveur du soja. Après, ce qui est important, c'est de se rappeler un peu dans quel contexte on s'était intéressé au soja. En fait, on s'était intéressé au soja d'abord comme protecteur parce qu'on s'était rendu compte que les femmes asiatiques avaient assez peu de cancers hormonodépendants. Donc ça, c'était le premier. C'est un peu comme ça qu'on en était venu à s'y intéresser. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc il y a eu des études qui ont été faites. Et en fait, il s'avérerait, donc à aujourd'hui, puisque la nutrition, c'est aussi une science qui évolue tout le temps. Donc à aujourd'hui, ce qu'on peut en dire, c'est que on s'est rendu compte que là-bas, déjà, le soja était consommé de façon fermentée.
Alors que chez nous, il est consommé de manière ultra transformée, hein, c'est-à-dire les steaks de soja, le lait de soja, les yaourts de soja. Là-bas, c'est pas du tout comme ça qu'on le consomme. Il est consommé surtout là-bas comme condiment, alors que chez nous, encore une fois, c'est tout de suite le gros steak, le gros truc, le yaourt 3 fois par jour, etc. Et puis surtout, les femmes asiatiques auraient au niveau de leur flore intestinale enfin, on va dire un microbiote spécifique qui permettrait de bien dégrader et métaboliser le soja, ce qui n'est pas notre cas. Et effectivement, moi, j'ai vu qu'en Occident, il y avait à peine 30% des femmes qui avaient le microbiote qui leur permet d'avoir une action positive, en fait, des phytoestrogènes sur les récepteurs. Tout Mais à fait. effectivement, c'était là. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de détoxification hormonale aussi auprès de... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Alors, tu as des choses à dire là-dessus? Alors oui, oui, donc la détox, c'est un vrai sujet. Donc effectivement, le foie, en fait, est un organe un peu majeur. Donc il filtre effectivement le sang, mais il joue un rôle également dans la détoxification de certaines substances donc, qu'on lui apporte de l'extérieur ou de ce qui est apporté au niveau de la nourriture. Et il agit effectivement pour détoxifier notamment les œstrogènes. Et en fait, on va dire, il y a 3 types d'œstrogènes majeurs, on va dire, enfin majeurs, il y en a plein, il y en a beaucoup plus que ça, mais les principaux, on va dire, c'est le 1, le 2, le 3. On va dire qu'il y en a un qui est plutôt neutre, un qui est plutôt positif. C'est notamment lui qui a un rôle protecteur au niveau de la santé osseuse et des risques cardiovasculaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la ménopause, comme il y a un arrêt de la production de ces œstrogènes, dont cet estrogène bénéfique, les risques cardiovasculaires de la femme vont rattraper celui des hommes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se faire suivre aussi à cette période. Donc, il y a cet estrogène, on va dire, bénéfique, il y a celui qui est neutre, et il y en a un qui est plutôt toxique, délétère, et c'est celui-ci qui va engendrer certains cancers hormonodépendants. Et donc, au niveau du foie, il y a différentes voies de détoxification. Et donc, il y a des femmes qui vont avoir une prédisposition, comment dire, à mal détoxifier les œstrogènes et du coup à encourager, on va dire, la remétabolisation d'un estrogène celui qui est potentiellement délétère. Et donc, du coup, le fait de faire une détox, c'est en effet de permettre au foie de bien faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on mange très gras, très sucré, très transformé. Donc, tout ça vient surcharger le travail du foie. Et si le foie fonctionne mal, eh bien, effectivement, on va avoir une mauvaise dégradation des œstrogènes qui peut contribuer à une hyperœstrogénie relative aussi. Et ça, la détox, alors déjà, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne fait qu'au printemps ou à l'automne, en suivant un protocole bien précis, parce qu'il y a 3 phases de détoxification et il faut absolument bien les faire. Et le choix des plantes, on va le faire aussi en fonction de la capacité de la personne, on va dire, à détoxifier. Donc, c'est assez complexe de l'expliquer comme ça, mais voilà. Et puis, chose très importante aussi, on ne fait pas de détox sur un intestin ou un microbiote non opérant, en tout cas qui ne fonctionne pas bien, tout simplement parce qu'au niveau du microbiote intestinal, on a un microbiote spécifique qui s'appelle l'estrobolome et qui a cette capacité de réabsorber en fait les métabolites et notamment les métabolites toxiques. Et donc du coup, c'est un cercle vicieux qui se met en place si on fait une détox sur un intestin qui n'est pas en état. De toute façon, il ne faut jamais, effectivement, comme tu dis, faire de détox quand on est faible, malade, quand on a des problèmes digestifs. C'est vraiment pas le moment de faire une vraie détoxification, quoi. Et pas en hiver non plus. Alors, pourquoi pas en hiver? Ça m'intéresse. Non, je dis ça. Non, je dis ça, ouais. Je dis ça parce que c'est une vidéo qui a fait le buzz parce que j'étais un peu à contre-courant de tout le monde et du coup, je me suis dit, je vais me faire pourrir. Et au final, non, il y a même une journaliste qui a fait un article. Enfin, j'étais un petit peu surprise, mais bon. En fait, effectivement, alors, il y a plusieurs façons d'envisager la détox. Alors, la détox, c'est surtout un argument commercial aujourd'hui, malheureusement. Avant fête, après fête. À toutes les sauces, ouais, on est d'accord. C'est ça. Et j'étais certaine que j'allais voir poindre, entre guillemets, tous ces articles, etc. Mais je pensais les voir plutôt avant les fêtes qu'après les fêtes. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, voilà, il y a plusieurs façons de voir la détox. Alors là, je pense que toutes les personnes qui avaient parlé de cette détox, c'était plutôt dans une optique un peu minceur. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre après coup. Parce qu'effectivement, donc pour faire une détox, ça se fait effectivement en lien avec les saisons. Pourquoi? Parce que comment dire, nous habitons cette planète au même titre que les plantes et les animaux qui y vivent, et donc nous subissons aussi les rythmes de la nature. Alors c'est des choses qu'on a un peu oubliées parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde civilisé, à l'abri de nos petites maisons et on vit plus à l'extérieur. Mais il faut savoir que
si vous êtes bien à l'écoute de vos ressentis, à partir de l'automne, vous ressentez un petit peu une fatigue qui se met en place. On commence à perdre ses cheveux aussi en automne, hein, comme les arbres perdent les feuilles de leurs arbres. Et puis en hiver, eh ben, si on observe la nature, on voit que bon, les arbres sont un petit peu morts, les animaux hibernent pour la plupart et il ne se passe pas grand-chose. Et si on s'écoute, on se rend compte que nous aussi, on a beaucoup moins d'énergie, on a moins envie de sortir, on est plutôt tourné vers l'intérieur. Et donc, c'est pas du tout le moment de faire une détox, tout simplement parce que l'organisme est assez fragile. On a plutôt besoin de se reminéraliser à ce moment de l'année en mangeant des légumes racines, voilà, riches en minéraux, plutôt que de faire une détox, puisque quand on fait une détox, on se déminéralise aussi un petit peu, il faut le savoir. Voilà, donc c'est pour ça que, et en lien aussi avec la médecine traditionnelle chinoise, le printemps est la saison du foie et donc l'énergie du foie, elle est là au printemps pour aussi contribuer à faire la détox. Donc c'est toujours ce que je rappelle, c'est-à-dire que la naturopathie, c'est pas juste prendre des compléments alimentaires, etc. C'est bien plus que ça, c'est un vrai état d'esprit et une hygiène de vie au quotidien et il faut essayer de vivre un peu en accord avec ces saisons et d'être à l'écoute de ses ressentis au quotidien. Ouais, c'est intéressant. Et dis-moi, est-ce que, parce que donc on a parlé très rapidement, dans le cas d'endométriose, il y a des femmes qui ont des douleurs tellement insupportables ou c'est compliqué, qui sont mises sous pilule pour justement bloquer l'ovulation et que ça empêche donc une partie. N'hésitez pas à poser des questions, c'est des questions sur le phénomène de l'endométriose, mais en gros pour bloquer les douleurs et le développement de l'endomètre sur des cellules pas concernées. Est-ce que on arrive à suivre et à accompagner ces femmes sous pilule aussi de la même manière? Est-ce que tu traites souvent les femmes au moment où elles arrêtent la pilule? Comment ça se passe dans ces moments-là? C'est une des premières questions que tu poses, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, oui, bah, c'est déjà effectivement, est-ce qu'il y a ou non traitement hormonal, puisqu'encore une fois, au niveau de la naturopathie, on peut avoir quand même des plantes ou des compléments alimentaires qui peuvent être contre-indiqués en cas de traitement hormonal. Donc ça, effectivement, c'est une question qu'on pose. Mais on peut accompagner dans les deux cas une femme qui est sous traitement hormonal ou qui ne l'est pas. Et par contre, sur la pilule, donc en effet, on va pouvoir réduire avec la pilule contraceptive donc certains symptômes, notamment effectivement la douleur. Par contre, attention, la prise de la pilule, comment dire, n'empêche pas la prolifération hein, de l'endométriose. Et c'est même compliqué parce que certaines femmes qui arrêtent la pilule vont découvrir leur endométriose, tout simplement parce que sous pilule, elles n'avaient pas de douleur. Et donc, l'endométriose a pu proliférer en silence. Ouais. Donc ça aussi, c'est quelque chose, il y a beaucoup de femmes qui, de même que le SOPK d'ailleurs, comme effectivement sous pilule, les ovaires ne travaillent pas, on ne se rend pas compte de la réalité du cycle. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui se découvrent aussi atteintes d'endométriose ou de SOPK. Mais ça ne bloque pas les lésions parce qu'en fait, ça ne bloque pas la prolifération du tissu ou ça bloque en partie quand même? Un peu, mais ça n'empêche pas. En fait, ça progresse quand même. Ça progresse moins vite parce qu'il n'y a pas effectivement, comment dire, les œstrogènes naturels qui sont produits et du coup, comme le tissu répond, donc voilà. Mais par contre, ça prolifère quand même. Et on a entendu beaucoup. Alors oui, bien sûr, le replay sera disponible. Ne vous inquiétez pas. On a voulu nous mettre sous pilule après une opération, mais je ne voulais pas car il y avait volonté de grossesse. Oui, ça c'est vrai que c'est toujours un petit peu la voix. Nous, on l'a beaucoup entendu, donc je ne sais pas pour toi de ton côté. Mais effectivement, des femmes qui ont été mises sous pilule pendant des années, qui souffraient de SOPK ou d'endométriose qui étaient masquées, qui se sont retrouvées avec des problèmes de fertilité, qui se sont retrouvées parfois avec un effet rebond assez sévère au niveau des douleurs. Dans ces cas-là, que conseilles-tu? Donc évidemment l'alimentation, l'accompagnement de naturopathie, de toute façon pour toutes ces femmes qui n'ont pas d'autre choix que d'arrêter la pilule parce qu'il y a un désir de grossesse. Et bien en fait, donc l'alimentation, bien sûr. On va pouvoir aussi, alors la bouillotte, hein, je pense que toutes les femmes qui ont Oui, de l'endométriose savent que la bouillotte, c'est un peu leur meilleure amie pour le coup, parce que effectivement, la chaleur va avoir un effet en pas fait assez, mais c'est très efficace. ouais, antidouleur. On va avoir aussi l'aromathérapie. Donc, quand on peut l'utiliser, hein, puisque encore une fois, il peut y avoir des contre-indications, donc après les avoir vérifiées, où on va pouvoir utiliser, par exemple, des huiles essentielles antalgiques, hein, donc qui vont agir sur la douleur, qui vont être antispasmodiques et calmantes. Donc là, on peut proposer effectivement des synergies en fonction des problématiques de la personne. Donc ça peut être aussi utile, effectivement, par exemple, de les appliquer en cas de crise 1 à 2 fois par jour, avec la petite bouillotte pour potentialiser l'effet. Ensuite, on peut avoir aussi tout ce qui va être, comment dire,
la gestion du stress via les techniques telles que la cohérence cardiaque, par exemple, ou même aussi l'aromathérapie, comment dire, en olfaction pour la gestion des émotions aussi. Donc ça aussi, ça joue énormément. Il y a du yoga aussi hein, spécifique pour l'endométriose, pour entre guillemets le bien-être hormonal aussi. Donc là, il Parce faut que se renseigner. effectivement, j'ai entendu qu'il peut y avoir beaucoup de choses que parfois les organes peuvent se coller dans un cas d'endométriose. Il y a aussi des choses mécaniques en fait avec des tissus qui tirent. Donc il paraît qu'effectivement il y a des exercices de yoga et comme tu dis qui peuvent aider un petit peu à soulager ça également. Mm. Est-ce qu'on a une question qui vient d'arriver sur des astuces pour réduire des règles hémorragiques dans le cadre d'endométriose? Si jamais Alors, c'est, ouais, il peut y avoir certaines plantes qui peuvent agir notamment là-dessus. Je pense à la Bursa Pasteur, par exemple, ou la Chilée. Pareil, il faut bien vérifier les contre-indications. Il y en a quelques-unes, en effet. Et l'ostéopathie, j'allais y venir aussi, effectivement, l'ostéopathie. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que ce tissu qui ressemble à de l'endomètre, mais qui n'en est pas, hein, parce qu'en France, on a encore une définition un peu en retard sur ce qui se passe aux États-Unis. Mais donc, c'est un tissu qui ressemble à de l'endomètre, mais qui n'en est pas, qui va migrer comment dire, hors de la cavité utérine pour aller coloniser principalement les ovaires, les trompes, mais qui peut aussi se retrouver sur le système digestif et qui peut remonter jusque dans les poumons. Et donc, ce tissu, il va répondre effectivement aux hormones et il va saigner tous les mois au moment des menstruations. Le problème, c'est que ce sang, il ne peut pas s'écouler. Donc, il va coaguler, il va sécher. Il va y avoir un tissu cicatriciel qui va se créer et c'est ça, et qui va durcir. Et c'est ça qui va créer les adhérences entre les organes. Et effectivement, une ostéopathie bien menée, spécialisée avec quelqu'un qui est bien formé, ça va permettre de redonner un petit peu de fluidité aux organes et de pouvoir décoller tout ça. Et en fonction du degré d'atteinte, évidemment, il faudra se faire opérer principalement sous célioscopie pour essayer de retirer ces adhérences qui vont être très douloureuses et à l'origine de douleurs neuropathiques aussi importantes. Et de gènes de fertilité aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même je ne sais pas, tu sais à peu près quelle proportion des femmes peut se faire opérer? Parce que ça, c'est pas forcément clair, non. C'est pas, hein, ça dépend vraiment des types, il n'y a pas de... Il y a des endométrioses opérables et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc, quand elles ne le sont pas, en fait, il faut que ce soit un accompagnement absolument long terme. Comme tu l'as dit, sur l'alimentation anti-inflammatoire, se faire aider par du yoga, de l'ostéopathie, de la relaxation qui rentre beaucoup dedans. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est que, comme tu disais, apprendre à mieux comprendre le fonctionnement de son corps en rentrant justement avec... moi, c'est ça que j'adore dans la naturopathie, c'est que c'est un accompagnement très global, parce qu'on n'a pas le temps parfois de faire la médecine classique quand on enchaîne des diagnostics de un quart d'heure. Ça veut dire que j'imagine que toi, quand tu as un client en face de toi, tu vas investiguer... vraiment un petit peu l'hygiène de vie, le type d'exercice, le mode de vie en fait général. Oui, le premier rendez-vous, il dure 1h30. Ouais. Et en amont du rendez-vous, la personne va répondre à 4 questionnaires et ça lui prend à peu près 1 heure. Donc en gros, il y a déjà... c'est... Que tu envoies avant le rendez-vous, avant le rendez-vous. On a lu quand ils arrivent. Ah oui, d'accord. Non, en fait, je ne lis pas. C'est-à-dire que j'ai un résultat. En fait, c'est des outils que j'utilise, notamment tout ce qui est lié à la physionutrition principalement. Et donc, les personnes font les questionnaires avant. Je reçois les résultats, mais je ne les regarde pas pour ne pas m'influencer pendant l'entretien. Parce que je me suis rendu compte, à un moment donné, je le faisais au début, et je me suis rendu compte que ça m'influençait trop. Donc maintenant, je ne regarde plus les résultats. Je les enregistre uniquement. On fait l'entretien avec la personne. Donc, j'ai tout un questionnaire, effectivement, d'hygiène vitale. Et à la fin, je viens regarder les résultats que j'envoie à la personne et je viens croiser le cadre de mon entretien avec ces résultats. Et en général, c'est un outil supplémentaire qui me permet de ne rien oublier déjà. Et puis surtout, de bien vérifier qu'on a fait le tour de la question. Et c'est une restitution qui est très visuelle. Voilà, pour les personnes qui seraient déjà venues me voir en consultation, ils savent que c'est des graphiques, des choses très parlantes avec de la couleur. Donc, du coup, on voit tout de suite les points forts, les points faibles, les terrains perturbés. Donc 1h30 au départ. Et après, en général, c'est sur un accompagnement de combien de séances? Alors, les suivis, ça dure donc 45 minutes et c'est à la demande de la personne. En fait, moi, je ne cherche pas à programmer les rendez-vous. Tout simplement parce que j'ai remarqué que quand la personne prend le rendez-vous d'elle-même, elle est sans doute plus motivée que si c'est moi qui lui impose. Donc, moi, je fais le rendez-vous, je donne un horizon en disant, écoutez, ce serait bien qu'on se revoie peut-être dans 1 mois et demi, dans 2 mois, le temps que vous mettiez tout ça en place. Et donc, j'ai dit, voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de revenir ou pas, c'est vous qui voyez.
Et bon, en général, les gens reviennent, donc je suis plutôt contente. Sauf si, encore une fois, parce que des fois, il y a des personnes qui me consultent pour des choses très ponctuelles, et auquel cas, bah, si jamais, voilà, on met bien dans le mille, en général, ça passe. Mais sur des accompagnements, effectivement, tels que l'endométriose, le SOPK, en général, on se voit un petit peu plus longtemps quand même. Ah, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, ça dépend quand même beaucoup du patient. Ça veut dire soit le patient va accepter d'appliquer Du aussi, consultant, oui. pardon, Non, du consultant, de la personne qui vient te consulter. Effectivement, et en fait, l'idée, c'est que, parce que j'ai beaucoup entendu ça aussi, hein, tu me confirmeras, mais il faut vraiment que ce soit une démarche proactive et d'avoir envie de le faire parce que finalement, après, il y a quand même beaucoup de choses à appliquer graduellement dans son hygiène de vie et c'est ça qui va faire la différence. Ça prend plus de temps, ça demande plus d'efforts, mais il y a aussi des résultats plus durables. Est-ce que parfois, tu as des gens qui n'arrivent pas du tout à appliquer les consignes parce que quand on dit plus d'alimentation transformée et tout, ça peut être assez contraignant. Est-ce que tu essayes de t'adapter un petit peu à leur régime alimentaire d'avant? Enfin, est-ce que c'est facilement faisable, on va dire, pour les trois quarts de tes consultants? consultant. Alors oui, oui, bah, je m'adapte systématiquement. En fait, bah, c'est vrai que dans l'idée, déjà, on est tous différents, donc on va pas réagir de la même façon. Et puis, effectivement, moi, j'essaie de prendre les personnes là où elles sont et en donnant un maximum d'astuces, en essayant de, voilà, de dire, voilà, on va y aller step by step. Ce mois-ci, on va faire ça. Vous allez vous concentrer sur telle chose, et puis le mois prochain, on fera ça. Et petit à petit. Et surtout, moi, je leur demande aussi beaucoup d'être à l'écoute de leurs ressentis. C'est-à-dire que, parce que comme je dis toujours, il y a la théorie, c'est ce que je sais, ce que j'ai appris, et il y a la pratique, c'est quand vous allez mettre en place. Et comme je disais, il y a la bio-individualité, c'est le concept qui dit que un aliment qui est bon pour moi sera un véritable poison pour toi et vice-versa, parce que on n'a pas le même métabolisme, le même mode de vie, le même stress, le même microbiote. Donc souvent, moi je dis, voilà, on va commencer à faire les changements. Par contre, notez sur un petit carnet à côté comment vous vous sentez après tel repas. Est-ce que vous avez encore des ballonnements? Est-ce que si, est-ce que ça? Pour qu'on essaie de voir un petit peu aussi bah, voilà, ce qui marche chez la personne, puisqu'encore une fois, il y a la théorie et la pratique. Et je pense que c'est la naturopathie, c'est aussi un métier où il faut être très humble, dans le sens où on ne sait pas tout, on n'est pas médecin, on n'est pas chercheur non plus, on s'appuie sur des écrits, sur des choses. Et encore une fois, il y a ce qu'on apprend et ce qui se passe dans la réalité. Et voilà, et le corps, c'est une machine magnifique, mais qui est aussi très complexe, qui réserve beaucoup de surprises. Et donc, il faut pouvoir toujours faire ce retour entre, voilà, vous mettez en place, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu du mieux? Au contraire, et du coup, on adapte sans arrêt, quoi. C'est ça le truc, ouais. Mais tu sais qu'en général, voilà, en 3 à 4 mois et en 3 séances, on arrive vraiment à trouver sa voie et ce qui nous convient, ce qui nous Ah, convient pas. tout à fait. Tout à fait. Et après, pour les personnes qui trouveraient que c'est un petit peu long, alors ça aussi, je l'explique souvent dès le départ dans mon entretien, c'est que je rappelle la naturopathie, ce que c'est. Et je leur explique souvent que moi, je propose pas de pilule magique, de remède miracle, de quick fix. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le programme SOPK que j'ai créé en disant bien, voilà, moi, je ne guéris pas, je ne traite pas. Ce que je vous propose, c'est en gros de vous prendre par la main et de vous expliquer un petit peu tout ce que vous pouvez mettre en place au niveau de l'hygiène de vie, sachant que des fois, il faut se dire, est-ce qu'il vaut mieux passer 6 mois à faire des changements petit à petit et que ça apporte ses fruits à long terme, ou est-ce qu'on préfère souffrir toute sa vie? En gros, c'est le gros dilemme, c'est-à-dire parce que c'est pareil, les prises de médicaments, il y a quand même des contre-indications à long terme. On le sait que ça crée des effets iatrogènes, des effets secondaires. Donc, si c'est utile sur le moment, c'est très bien. Mais si à un moment donné, il y a un déséquilibre que l'on pourrait, a priori, comment dire, atténuer par des moyens naturels, ça peut peut-être valoir le coup d'essayer. Non, mais on en revient exactement à ce que tu disais. Je pense que c'est intéressant. Ce sera peut-être d'ailleurs le mot de la fin. On va voir selon les questions. Mais effectivement, la grosse différence entre une démarche allopathique et des démarches alternatives, donc qui ne sont pas médicales comme la naturopathie, même l'ostéopathie dont tu as parlé, c'est qu'effectivement, ça demande à la personne d'avoir la volonté de mieux comprendre comment elle fonctionne en spécifique, parce que ça n'existe dans aucun manuel. Comme tu dis, tout le monde est biochimiquement différent. Donc ça demande une implication qui n'est pas la même et ça demande une implication aussi du praticien qui n'est pas la même puisqu'il y a beaucoup plus de temps aussi pour suivre et évaluer un petit peu notre contexte de vie qui est unique à chacun de nous. Mais après, effectivement, au lieu de masquer, et on s'est vraiment beaucoup habitué dans nos sociétés occidentales, hein, particulièrement à venir chez le médecin et avoir le lendemain sa pilule, quitte à masquer des choses parce qu'il faut un besoin de solution très très rapide.
la solution est complètement différente, mais nous, on pense que ça vaut le coup et que ça donne des changements aussi bien au niveau des douleurs, mais aussi de l'humeur, de beaucoup de choses en fait, qui sont assez flagrantes quand on commence à reprendre en main ses cycles. Donc, bravo pour tout ce que tu fais, Céline, en tout cas pour les femmes autour du SOPK et autres. On sera très contente, nous, de communiquer sur ta méthode un petit peu SOPK et d'en savoir plus parce que, voilà, on a l'impression que tu as fait le tour de la question de manière très détaillée. Et voilà, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à aller vers la naturopathie, qui se posent beaucoup de questions du type quel type d'accompagnement je vais avoir, comment ça va se passer. Donc, je pense que c'est très intéressant aussi qu'il y ait des gens comme toi qui sortent des méthodes et qui commencent à en parler de manière beaucoup plus concrète. Je ne sais pas si tu as un dernier conseil pour les personnes voilà, souffrant de SOPK, endométriose, pour les personnes qui nous suivent, s'il y a des thèmes que vous souhaitez voir abordés, parce que vous avez une spécialiste en face de vous. Alors, j'ai vu un petit commentaire passer de Caro, Caroline Gaillet. Effectivement, sur les plantes, elle a rajouté l'alchimie que j'avais oublié tout à l'heure. Je l'ai vu. Donc, alors, c'est surtout que moi, ce que j'aimerais dire aussi aux femmes, alors qu'elles souffrent ou pas d'ailleurs d'un problème de santé, c'est que euh, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et parce que c'est vrai que, alors, il y a un livre aussi qui est sorti à ce sujet, c'est Pourquoi les femmes sont mal soignées. Et ça, c'est important. Et il faut savoir que, donc, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que la femme, il y a toujours cette image un peu de nunuche, doudouille, ah tiens, elle se plaint pour ses règles, machin. Enfin, en gros, c'est ça, elle n'est pas prise au sérieux, en fait, par beaucoup de professionnels de santé. Alors, c'est en train de changer et je suis pas en train non plus de casser du sucre sur le dos, mais il y a aussi ça. Et il y a aussi le fait que, en tant que femme, et surtout quand on devient maman, mais aussi quand on est en couple ou dans le travail, on est souvent beaucoup plus surinvesti que les hommes de manière générale, puisqu'on doit toujours prouver un peu plus que les autres ce dont on est capable. Dès lors qu'on est en couple, c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire passer un petit peu le couple avant nous, les enfants encore plus, et du coup on s'oublie. Et le truc, c'est que on a aussi besoin de s'occuper de nous-mêmes, de se nourrir de l'intérieur, mais pas seulement d'un point de vue alimentaire, c'est aussi de toutes les choses qui ont de l'intérêt pour nous et de l'importance, donc comme, je sais pas, les passions, le fait de se former, d'aller sur des loisirs qui nous plaisent, d'avoir une vie sociale qui nous convient. Et tout ça, ça va nous nourrir aussi de l'intérieur et ça nourrit aussi le cerveau. Et ça nous permet aussi de mieux résister au stress et puis d'être rayonnante et de pouvoir avoir des choses à donner aux autres. Et, et c'est ça aussi enfin, le fait de se nourrir. C'est pas seulement alimentaire, c'est aussi, là encore, quelque chose d'assez global. Et je pense que voilà, qu'on soit souffrante ou pas, en tant que femme, il faut faut se faire passer un peu avant les autres. Je suis désolée, c'est pas égoïste de dire ça, mais c'est que si vous regardez dans l'avion, hein, les manœuvres en cas d'amérissage d'urgence, c'est vous mettez le masque d'abord sur vous et après sur l'enfant, puisque l'enfant a besoin de vous pour sortir de l'avion. Et ben c'est la même chose dans la vie. C'est-à-dire que votre enfant, votre mari, votre conjoint, votre copine, vos collègues, vos clients, ils ont besoin de vous en forme et en pleine santé. Et donc, il faut absolument prendre soin de soi en premier. C'est important. Mais c'est amusant ce que tu dis parce que c'est un dialogue qui est revenu beaucoup à travers nos échanges, de réapprendre, on plaisante en disant une forme d'égoïsme parce que ça marque plus les esprits, un certain égoïsme féminin, mais c'est vrai qu'il y a le poids de tout notre style de vie, le poids de la maman, comme tu dis, le poids qui pèse depuis des années et qu'effectivement, il y a ce besoin-là de se remettre un petit peu à l'écoute de son cycle, de sa santé, des autres. Tu parlais des relations, c'est extrêmement important. Il y a un nombre d'études incommensurables qui dit à quel point avoir des relations non toxiques et autour de soi des relations bienveillantes joue sur la santé et joue là-dessus. Donc oui, c'est très important. Et c'est très important de ne pas écouter quand on a des commentaires un petit peu cyniques, comme tu le faisais paraître, parce que c'est malheureusement très courant, hein, les violences médicales ou tout simplement l'ignorance, on va dire, de ce côté-là. Donc c'est très important quand on a une intuition forte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'aller investiguer et de prendre du temps pour soi. Donc je te remercie parce que c'est des très, très jolis mots. L'altruisme, c'est d'abord un peu d'égoïsme. Oui. Eh bien oui, c'est vrai, il faut d'abord être bien pour prendre soin des autres et c'est quelque chose que les femmes ont trop tendance à mal s'appliquer. Bah, merci beaucoup Céline en tout cas. On sera ravis de reparler avec toi de ta méthode. Et puis je te remercie d'avoir accepté notre invitation. On a appris plein de choses, c'était super intéressant. Merci de m'avoir invitée et puis bravo pour votre projet. Hein, comme je vous ai dit,
voilà, je trouve que c'est un super projet, encore une fois, de contribuer à améliorer le bien-être, la santé des femmes en général. Donc, bravo. Et Une puis, petite bah, preuve de lumière qui est ah, bancaise. Elle arrête pas de tomber. Ben, un grand merci en tout cas, oui, et ça nous a paru, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. Donc écoute, on espère qu'on pourra développer la marque et voilà, et comme toi, faire du bien à de nombreuses femmes. Merci beaucoup en tout cas. Merci. merci pour votre invitation. Bonne soirée. Au revoir, bonne Au soirée. revoir.